À ma connaissance, les conclusions de cette vidéo sont uniques et n'ont jamais été expliquées ainsi auparavant. J'espère donc vraiment que vous trouverez cela éclairant. Pendant de nombreuses décennies, la compagnie nationale argentine Aerolíneas Argentinas possédait une filiale domestique appelée Australinas Aéreas. Dans les années 1990, ils exploitaient une flotte de McDonnell Douglas DC-9 et McDonnell Douglas 80 pour relier des villes de toute taille à travers l'Argentine. L'une de ces villes était Posadas, située à l'extrême nord du pays, près de la frontière avec le Paraguay. C'est là que commence cette histoire. Le 10 octobre 1997 au soir, deux pilotes sont arrivés à l'aéroport pour assurer le vol 2553 à destination de Buenos Aires. À bord d'un DC-932 d'Austral, le commandant, âgé de 40 ans, comptait plus de 9000 heures de vol, dont beaucoup sur McDonnell Douglas, 80. Mais il était relativement nouveau sur le plus petit DC-9, avec un peu plus de 220 heures sur ce type d'appareil. Le copilote avec lequel il devait voler avait également 40 ans, avec un total de 2900 heures de vol. Et il avait en fait beaucoup plus d'expérience sur le DC-9 que le commandant de bord, avec 1384 heures de vol sur cet appareil. L'avion qui les attendait sur l'aire de trafic était l'un des plus anciens de la flotte d'Austral. Il avait plus de 28 ans de service depuis sa fabrication en 1969. Mais il était encore en relativement bon état et il était en train d'être ravitaillé et chargé en préparation pour le vol du soir. Peu avant 21 heures, les pilotes sont sortis dans la soirée chaude et humide pour préparer l'avion en vue du vol vers Buenos Aires. Pendant que les 3 membres d'équipage embarquaient les 69 passagers, les pilotes ont continué à examiner les documents de répartition, qui comprenaient le carnet technique, les prévisions météorologiques et le plan de vol. La route assignée les mènerait, après décollage, au sud-ouest sur l'Airway Upper Bravo 688 vers Montecaseros, au point triple entre l'Argentine, le Brésil et l'Uruguay. Et après cela, ils suivraient l'Airway Upper Alpha 300 en direction de Gualeguaychú avant de finalement rejoindre l'Airway Upper Whiskey 11 vers Buenos Aires via les points de cheminement Pagan et Vanar. Comme vous pouvez le voir, cet itinéraire n'était pas aussi direct qu'il aurait pu l'être. Et la raison à cela était qu'il longeait la frontière entre l'Argentine et l'Uruguay pendant la majeure partie du vol et était conçu pour ne pas quitter l'espace aérien contrôlé par l'Argentine. Un NOTAM, notice aux aviateurs, avait été émis pour cet itinéraire. La balise radio VOR de Gualeguaychú était hors service et l'était depuis le 5 octobre. Or, il s'avère que le régulateur de croisière n'était pas au courant de cela, donc il ne l'avait pas remarqué. Le plan de vol informatique exigeait encore l'utilisation de cette balise hors service par l'équipage. Cette note aurait évidemment dû être incluse dans les documents de préparation de vol du pilote, mais le rapport final ne précise pas si cela a réellement été fait ou non. Mais l'essentiel dans cette histoire, c'est que ce n'était pas le seul problème pour préparer ce vol. Les services de préparation des vols des compagnies aériennes sont également censés fournir aux équipages toutes les informations météorologiques disponibles pour le trajet, la destination et bien sûr l'aéroport de dégagement. Mais dans ce cas, cela faisait également défaut dans une certaine mesure. Habituellement, le bureau météo de l'aéroport de Posadas recevait des prévisions et des photos satellites par fax, mais après une certaine heure, les agents des vols n'y avaient plus accès, puisqu'il était situé à l'intérieur d'un bâtiment qui serait fermé à clé pour la nuit. Les pilotes du vol 2553 n'avaient donc reçu aucune carte météo visuelle, seulement des prévisions écrites et des METAR codés sur la météo actuelle de divers aéroports. Le vol 2553 devait traverser les régions d'information de vol de Resistencia et de ASESA. Les prévisions de zone n'avaient pas été incluses, car l'agent d'exploitation ne les avait jamais demandées à Buenos Aires. À la place, les pilotes n'ont reçu que les METAR et les prévisions pour la destination et divers aéroports de dégagement, sans aucune information sur la météo pour la portion en route du vol. L'agent d'exploitation savait qu'il y avait eu des orages et de l'activité dans cette zone dans la journée. Mais d'après les METAR, il pensait que cette activité était passée à l'est et qu'aucun autre orage n'était attendu. Et il faut se rappeler ici que le responsable ultime de la préparation d'un vol est le commandant de bord, donc il aurait dû s'interroger sur ce manque d'informations météorologiques. Mais de toute évidence, il ne l'a jamais fait.
Et c'était bien dommage, car en réalité, une nouvelle ligne d'orage très puissant était en train de se former à ce moment-là au nord de l'Argentine. Se déplaçant vers l'est, directement sur la route prévue du vol 2553, les images satellites ont confirmé la présence d'un front orageux convectif intense se déplaçant vers l'est-nord-est, avec des nuages cumulonimbus, des orages atteignant jusqu'à 42 000 pieds. Mais, comme je l'ai dit, cette information n'a jamais été transmise aux pilotes. Quoi qu'il en soit, après avoir examiné tous les documents dont ils disposaient et effectué les vérifications pré-vol, les pilotes ont rapidement roulé leur DC-9 vers la piste, puis ont effectué un décollage normal. Ils ont décollé à 21h18, le copilote pilotant et le commandant surveillant. Le vol devait durer 1h16 à une altitude de croisière de 35 000 pieds, niveau 350. Ainsi, avec seulement 69 sièges passagers occupés sur 100 et les réservoirs de carburant partiellement remplis pour ce vol relativement court, les performances de montée étaient excellentes et les pilotes ont donc atteint le niveau de vol 350 après seulement 25 minutes. Comme prévu, l'avion a pris l'Upper Bravo 688 Airway vers le sud-ouest, direction Monte Caseros, tandis que le commandant restait en contact radio avec le centre de contrôle régional de Resistencia. Assez tôt, le contrôleur aérien leur a demandé s'ils prévoyaient de dévier pour éviter de mauvaises conditions météorologiques, ce à quoi le commandant de bord a répondu qu'il ne le pensait pas. Et cela aurait dû servir d'indication que les contrôleurs aériens savaient quelque chose que les pilotes ignoraient. 3 minutes après avoir atteint l'altitude de croisière, les pilotes ont vu ce que mentionnait le contrôleur aérien. Leur radar météo montrait d'importantes cellules orageuses juste devant eux. Et afin de les éviter, le commandant de bord a indiqué qu'il devrait probablement les contourner par la gauche, ce à quoi le copilote a acquiescé et a ajusté leur cap de 231 à 195 degrés, ce qui les a également éloignés de leur route aérienne standard déposée. Peu après, le commandant a informé le contrôleur de Resistencia qu'il survolait Monte Caseros au niveau 350 et prévoyait de passer Gualeguaychú à 22h15, mais il n'a pas mentionné qu'ils avaient commencé à s'écarter de la route à cause de la météo. Monte Caseros étant à la frontière des zones de Resistencia et ESA, le contrôleur leur a demandé de contacter ESESA sur 125,6 ou 124,5, ce qu'ils ont fait. En réalité, le vol 2553 n'est jamais entré dans la région d'information de vol ESESA. Depuis qu'ils avaient tourné à gauche, ils avaient en réalité franchi la frontière vers l'Uruguay. Au lieu de cela, à peu près au moment où ils ont survolé Monte Caseros, cela signifiait qu'ils volaient désormais à l'intérieur de la région d'information de vol du centre de contrôle régional Montevideo. À l'époque, ces pilotes n'avaient ni écran de navigation ni GPS pour connaître leur position. Mais ils auraient dû être capables de voir où ils se trouvaient et de mesurer leur déviation en utilisant leur VOR. L'avion apparaissait aussi sur le radar du centre de contrôle régional d'Atessa. Le contrôleur aérien ne les a pas non plus informés dès le départ de leur entrée en Uruguay, pour des raisons non précisées dans le rapport. En général, les pilotes doivent toujours être sûrs à 100% de leur position, surtout près des frontières. Car pénétrer dans l'espace aérien d'un autre pays sans autorisation ou confirmation peut entraîner le décollage de chasseurs pour nous intercepter. Une communication et coordination claires sont cruciales lors des déviations météorologiques. Mais ici, cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, les pilotes ont maintenant passé leur temps à discuter de divers sujets sans rapport, tuant simplement le temps comme ils le feraient normalement en équipage. Après un moment, le copilote a dit vouloir rester à gauche, bien sûr, au lieu de reprendre la route aérienne à cause du mauvais temps persistant qu'ils pouvaient voir dans cette direction. Les pilotes ont aussi commenté la formation et le déplacement rapide des nuages proches. Voler à proximité d'orages dans l'obscurité peut souvent vraiment mettre en évidence leur activité, car chaque éclair illumine tout le nuage massif, offrant des instantanés de leur nature imposante et intimidante. Je l'ai souvent constaté en opérant en Europe et en Afrique du Nord. Mais tant que vous gardez vos distances, ils sont en réalité assez magnifiques. Le moins agréable du voyage, c'est ce qui arrive quand vous atterrissez et rallumez votre téléphone. Vous réalisez que vous devez désormais payer de lourds frais d'itinérance pour accéder à Internet. Dans le passé, cela m'a obligé à chercher des cartes SIM locales juste pour informer ma famille que je vais bien.
C'est pourquoi je suis ravi de collaborer avec le sponsor du jour, Olafly, un fournisseur mondial d'eSIM fiable. Je souhaite vous présenter leurs nouveaux produits, les forfaits Olafly, qui sont révolutionnaires. Olafly Plan est le premier abonnement eSIM mondial qui vous donne accès à des données illimitées à haute vitesse dans plus de 160 pays avec un simple forfait mensuel. Fini les échanges compliqués de cartes SIM, fini de dépendre de connexions Wi-Fi douteuses et plus besoin de changer de numéro de téléphone à chaque voyage. Choisissez entre le forfait 25 Go ou illimité. Tous deux se renouvellent automatiquement. Et c'est vraiment pratique, car vous n'aurez plus jamais à vous soucier de manquer de données ou de devoir recharger votre forfait. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez résilier à tout moment. C'est aussi très facile à configurer. Installez simplement l'eSIM Olafly, activez-la et profitez d'une couverture partout. Et si vous scannez ce code QR ou allez sur simolafly.com, /plan et utilisez le code MENTOR, vous bénéficierez d'une excellente réduction de 10% sur les forfaits mensuels et annuels. Utilisez le code MENTOR au paiement pour obtenir 10% de réduction. Merci à Olafly d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, revenons à l'histoire. Quoi qu'il en soit, à 21h55, le commandant de bord a fait une annonce aux passagers, les informant qu'ils étaient dans les nuages et qu'ils pouvaient s'attendre à de très légères turbulences. Mais aussi qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Et presque immédiatement après qu'il ait terminé, le voyant Master Caution s'est soudainement allumé, indiquant une sorte de défaillance du système. Ce voyant et son alerte sonore sur le DC-9 servent à alerter le pilote via le panneau d'avertissement qui affiche alors de nombreux voyants d'alerte. Pour toutes sortes de systèmes différents, les pilotes doivent utiliser ce panneau pour identifier quel système a déclenché le Master Caution. Mais dans ce cas, ils ont eu du mal à le lire car il ne faisait que clignoter de temps en temps. Cela était sans doute dû au transfert de carburant du réservoir central vers ceux d'ailes qui aurait lieu à ce moment du vol. Sur le DC-9, le carburant du réservoir central est souvent bien plus chaud que dans les réservoirs d'ailes. Un changement brutal de pression de carburant peut survenir lorsque du carburant froid des ailes entre soudainement dans les moteurs lors d'un transfert de réservoir. Cela pouvait entraîner l'allumage intermittent du voyant de pression de carburant, ce qui, bien que normal, activait le système d'alerte principal et nécessitait une vérification. Lors de la vérification, le commandant de bord a aussi noté une météo extérieure en dégradation. Et à ce moment-là, l'enregistreur de voix du cockpit a également commencé à capter le son de décharge statique à l'extérieur du cockpit. Ce qui indique que l'avion volait probablement très près d'un orage. Le commandant de bord a ironiquement plaisanté sur le fait qu'il avait dit aux passagers de s'attendre à de très légères turbulences depuis lors. Les turbulences qu'il ressentait maintenant étaient bien pires et bien plus importantes que cela. Et le copilote a simplement acquiescé, puis il a commencé à regarder leur carte et le radar météo afin de trouver une solution à ce problème. Il a dit « Si nous allons directement vers Gualeguaychú, nous serons en territoire uruguayen. » Ce commentaire montrait clairement qu'il ignorait leur position exacte, puisqu'ils étaient déjà dans l'espace aérien uruguayen. En réalité, ils l'étaient déjà depuis plusieurs minutes. Les deux pilotes ont ensuite brièvement débattu de leur position, probablement en consultant une carte. Et le commandant de bord a exprimé sa conviction qu'ils étaient déjà en route vers Gualeguaychú, ce qui n'était pas le cas. Cette confusion a peut-être été causée par le fait que le VOR de Gualeguaychú était hors service. Vous vous rappelez le NOTAM mentionné plus tôt ? Et cela s'est probablement ajouté à l'incertitude concernant la distance exacte à laquelle il s'était écarté vers la gauche. Finalement, le copilote a indiqué qu'il se rendait vers un point de cheminement nommé Vanar, après Gualeguaychú. Mais le fait qu'il se trouvait également en Uruguay n'a jamais vraiment été abordé. Au lieu de cela, après environ 1 minute, les pilotes sont revenus à discuter de la météo, qui était désormais manifestement leur principale préoccupation. Le copilote a fait remarquer qu'il y avait un vent fort provenant des orages, et qu'il ne voulait pas les affronter, ce qui était un point tout à fait valable. Le commandant de bord était d'accord, mais il a finalement reparlé du voyant principal d'alerte. Ils ont ensuite débattu pour déterminer si les réservoirs de carburant pouvaient en être la cause. Après avoir effectué quelques vérifications et tests de systèmes supplémentaires, ils n'ont toujours pas pu identifier le problème. Alors le commandant de bord a plaisanté en disant « Eh bien, quand quelque chose tombera en panne, on le saura. » De l'humour noir, mais classique, chez les pilotes.
À peu près au même moment, le copilote a indiqué qu'il allait changer en revenant un peu vers la droite. Après avoir entendu cela, un autre vol austral dans leur zone s'était vu demander de contacter le centre de contrôle régional Montevideo. Il a alors commencé un léger virage à droite vers un cap de 216 degrés. Mais en faisant cela, le commandant de bord remarqua soudain que ce qui ressemblait à un seul orage était en réalité une ligne entière d'orage s'étendant vers le sud, aussi loin qu'il pouvait le voir sur le radar. Une ligne d'orage est un orage intense pouvant s'étendre sur des centaines de kilomètres, souvent provoqué par un front froid glissant sous de l'air chaud et humide et le forçant à monter. Et lorsque ces lignes d'orage deviennent suffisamment violentes, les avions peuvent ne plus être capables de les traverser du tout et les déroutements deviennent la seule solution. Les radars météorologiques souffrent souvent de zones d'ombre qui se forment derrière les orages majeurs, bloquant la vue sur d'autres orages situés à l'arrière. C'est pourquoi il est parfois difficile d'utiliser le radar météo pour éviter les intempéries dans ces situations. C'est aussi pourquoi la planification par le service d'exploitation est cruciale. Le copilote a admis que la météo semblait terrible, mais les pilotes n'ont pris aucune mesure supplémentaire pour se préparer à d'éventuels orages. Ils ont simplement poursuivi leur route. Et cela posait problème, car les conditions météorologiques devant eux comportaient désormais plusieurs phénomènes carrément dangereux pour un avion. Nous, les pilotes, apprenons toujours à éviter largement les orages. Cela est dû au risque de foudre, turbulences extrêmes, grêles destructrices, givrage sévère et vents puissants. Des cisaillements dont beaucoup s'étendent sur plusieurs kilomètres au-delà de la zone nuageuse visible. En plus de cela, les puissants courants ascendants à l'intérieur des orages peuvent soulever l'eau liquide sur plusieurs kilomètres, où les gouttelettes finissent par dépasser le niveau de congélation et deviennent surfondues. Maintenant, bien que ce type de gouttelette reste initialement sous forme liquide, elles gèlent instantanément lorsqu'elles touchent quelque chose qui peut déclencher le processus de cristallisation. Comme un avion par exemple. Cela entraîne de graves problèmes aérodynamiques, le blocage des capteurs et des perturbations dans les relevés d'instruments. En général, quand les gouttelettes atteignent l'altitude de croisière des avions à réaction comme le DC-9, il fait si froid dehors que l'eau liquide ne peut exister. Donc, pendant de très nombreuses années, on a supposé que le risque de givrage était essentiellement nul si la température totale de l'air à l'extérieur était inférieure à moins 40 degrés Celsius. Mais ici, je veux intervenir et ajouter quelque chose qui n'a été compris qu'après la fin de toute cette enquête. Vous voyez, il y a environ 10 ans, l'industrie aéronautique a commencé à prendre conscience de quelque chose que nous appelons aujourd'hui les cristaux de glace en haute altitude. Ces minuscules cristaux peuvent être trouvés à très haute altitude et à des températures très froides, bien en dessous de la plage où la glace peut adhérer à un avion. Ils sont secs, donc sans effet aérodynamique, et n'adhèrent ni au pare-brise ni aux sondes de givrage, ce qui les rend très difficiles à détecter pour les pilotes. Mais ils peuvent tout de même pénétrer et obstruer divers capteurs, comme les tubes de pitot qui mesurent notre vitesse. Et ils peuvent aussi obstruer les capteurs de pression d'entrée du moteur, ce qui peut entraîner des indications erronées de poussée moteur. Un aspect insidieux de ces cristaux est qu'ils peuvent voyager sur des kilomètres sous le vent des cumulonimbus où ils se sont formés. Dans l'espace aérien que nous, pilotes, croyons sûr et sans problème. Nous, pilotes, avons appris depuis longtemps à activer l'anti-givrage dès que l'on soupçonne du givrage. Les conditions de givrage sont des températures de plus 5 degrés Celsius à moins 40 degrés Celsius avec humidité visible dans l'air. Ainsi, les pilotes pourraient ne pas activer l'anti-givrage en présence de cristaux de glace en altitude, dans de l'air pur et à des températures inférieures à moins 40 degrés. L'un des incidents qui a vraiment attiré notre attention sur ce problème a été le crash du vol Air Algérie 5017 en 2014. Dans cet accident, un McDonnell Douglas 80 a rencontré des cristaux de glace en altitude soufflés par un violent orage au-dessus du Mali. Cela a entraîné des indications de poussée moteur anormalement élevées après l'obstruction des capteurs de pression d'admission par les cristaux. En raison de ces indications, les pilotes ne se sont alors pas rendus compte que la poussée était bien trop faible pour maintenir leur vitesse et l'avion a décéléré jusqu'à finir par décrocher. Les pilotes n'ont pas réussi à sortir du décrochage et l'avion s'est écrasé dans le désert du Sahara, tuant tous les occupants à bord. Depuis cet accident, ce phénomène est devenu largement connu.
Mais en 1997, personne n'avait vraiment idée que ces cristaux de glace en haute altitude représentaient un tel danger pour un avion. Il est important de s'en souvenir, surtout à ce stade. Le vol 2553 longeait la bordure est de cette ligne de grain, où plusieurs orages violents s'élevaient maintenant à des altitudes très élevées, bien au-delà de l'altitude maximale de leur DC-9. Pendant ce temps, l'enregistreur de voix du cockpit a également commencé à capter une augmentation notable du niveau sonore ambiant, comme si une sorte de précipitation frappait l'avion. Des éclairs de statique traversèrent le pare-brise pendant que l'avion avançait dans l'air chargé, poussant le commandant à demander « C'est quoi cette statique ?»« Puta madre ?» Le copilote a dit « Regarde !» en montrant la lumière étrange du feu de Saint-Elme sur le pare-brise, baignant le cockpit sombre d'une teinte violette fascinante. Le commandant de bord a suggéré qu'il devrait dévier davantage vers la gauche. Il plaisanta à nouveau sur la turbulence, bien plus forte que ce qu'il avait annoncé aux passagers. Mais ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est qu'autre chose avait également commencé à se produire. Vous voyez, leurs indicateurs de vitesse affichaient lentement mais sûrement une baisse, passant de 275 à 260 nœuds. Et puis encore plus bas que cela, perdant de la vitesse à un rythme alarmant. Et à ce stade, nous devons entrer dans plusieurs détails vraiment intéressants. En réalité, plusieurs théories expliquent pourquoi cela se produisait. Et selon celle que vous préférez, les prochaines minutes de ce vol sembleront très différentes. Vous voyez, l'enquête principale sur cet événement a été menée par l'Uruguay, dont les experts ont rédigé le rapport officiel. Mais comme l'avion venait en réalité d'Argentine, les experts de ce pays ont également participé, et ils sont arrivés à des conclusions assez différentes. Ce désaccord venait surtout du manque d'éléments concrets. Il n'existait presque aucune preuve matérielle. L'enregistreur de données de vol était très primitif, ne captant que quelques paramètres, dont l'accélération verticale qui ne fonctionnait même pas. Donc, pour la suite de cette histoire, je vais commencer par vous raconter la version officielle uruguayenne, suivie de la version argentine. Et après cela, je partagerai ce que mon équipe et moi avons pu découvrir et ce qui s'est probablement passé. Alors, préparez-vous. Les enquêteurs uruguayens pensent qu'à ce moment-là, le vol 2533 a commencé à rencontrer de graves conditions de givrage, ce qui a conduit à l'obstruction complète de tous les tubes de pitot de l'avion. Les tubes de pitot sont ces petites sondes en forme de pistolet fixées à l'extérieur de l'avion. Ils mesurent la pression d'impact du flux d'air entrant, qui est ensuite comparée à la pression ambiante afin de déterminer la vitesse de l'avion. Le DC-9 est équipé de 4 tubes de pitot, 3 sur le nez devant le pare-brise et 1 sur la queue. Les 3 tubes de pitot avant alimentent les 3 ensembles d'instruments, le pilote automatique et d'autres systèmes à bord. Celui sur la queue transmet la vitesse à l'indicateur de limitation de débattement de la gouverne de direction et à l'enregistreur de vol. Si de la glace obstrue ces tubes de pitot, différentes situations peuvent surgir selon l'obstruction partielle ou totale, ou selon que l'entrée ou le trou de drainage du tube gèle d'abord. Pour cette histoire, il suffit de savoir que si le trou de drainage et l'entrée gèlent complètement, une poche d'air reste piégée comme une capsule temporelle, conservant la pression de l'air au moment du scellement. Dans ce cas, la vitesse affichée reste constante en vol en palier, mais lors d'une montée ou d'une descente, les indicateurs de vitesse agissent comme des altimètres et affichent une vitesse plus élevée en montée et plus faible en descente. Une plus grande différence entre la pression du tube de pitot et la pression ambiante indique une vitesse plus élevée, car la pression ambiante diminue avec l'altitude. Donc, si la pression du tube de pitot est conservée comme une image figée, alors une augmentation de la pression ambiante entraînerait une différence plus faible et donc une vitesse indiquée plus basse. Une baisse de la pression ambiante aura l'effet inverse. Il existe plusieurs exemples de ce phénomène, dont le vol Bergen Air 301 que j'ai déjà mentionné sur cette chaîne. Cela arrivera aussi si vous tentez de décoller avec les protections du tube de pitot, ce qui est hélas déjà souvent arrivé. Les enquêteurs uruguayens estiment que le tube de pitot de l'enregistreur de données de vol a gelé vers 22h04 et 20 secondes. Après quoi la vitesse indiquée a commencé à diminuer, la pression s'échappant lentement du tube de pitot presque obstrué.
Il pensait également que les autres tubes de pitot avaient probablement gelé de la même manière à peu près au même moment, puisqu'ils étaient tous soumis aux mêmes conditions environnementales. Bien sûr, les tubes de pitot sont équipés de chauffages intégrés conçus précisément pour empêcher que cela ne se produise. Mais les enquêteurs uruguayens pensaient que ces chauffages pouvaient ne pas avoir fonctionné, soit à cause d'un problème inconnu avec l'interrupteur du cockpit, soit parce que le pilote a oublié de les activer lors des vérifications pré-vol. Or, la plupart des avions de la flotte d'Austral étaient équipés d'un voyant d'avertissement orange qui s'allumait si les chauffages du tube de pitot n'étaient pas activés. Mais cet avion en particulier n'en était pas équipé, car il était si ancien qu'il était antérieur à l'obligation d'en avoir un. Ces voyants d'avertissement étaient obligatoires aux États-Unis depuis 1978 et en Argentine depuis 1992. Mais les autorités argentines avaient accordé à Austral une dérogation jusqu'en 1998 pour équiper ses plus anciens DC-9. Et au moment de ce vol, cela n'avait toujours pas été fait. Quoi qu'il en soit, si c'était le cas, l'équipage se retrouvait avec tous leurs indicateurs de vitesse affichant une valeur trop basse. Ce qui peut être très difficile à diagnostiquer et à gérer pour les pilotes. De nos jours, nous sommes rigoureusement formés à gérer des situations de vitesse anémométrique non fiables comme celle-ci en utilisant des procédures clairement définies, qui nous demandent d'abord de stabiliser la trajectoire de vol en utilisant des réglages précis de puissance et d'assiette. Et ces actions sont également des éléments à mémoriser, c'est-à-dire des actions que nous devons effectuer de mémoire lorsque nous identifions le problème. Ce n'est qu'une fois cela fait que nous pouvons alors nous référer au tableau de masse, d'altitude, ainsi qu'aux réglages d'assiette et de puissance pour commencer à vérifier quelle devrait être notre vitesse indiquée. Cela, à son tour, nous permettra de déterminer quels indicateurs de vitesse, le cas échéant, fonctionnent correctement, et nous pourrons alors poursuivre à partir de là. Mais ce qui est crucial ici, c'est que cela donne la priorité à la mise de l'avion dans un état d'assiette et de puissance sûr avant de commencer à rechercher la panne. Le manuel d'Astral Airlines comportait bien une procédure similaire. Mais, contrairement à aujourd'hui, ces pilotes n'avaient jamais été formés ni entraînés à ce type d'urgence dans un simulateur et ils n'avaient aucun élément de mémoire associé à cette situation. Or, il s'avère que l'absence de formation sur la vitesse non fiable était loin d'être le seul problème de formation chez Austral. Les pilotes du vol 2553 n'avaient pas reçu de formation en gestion des ressources de l'équipage, CRM, qui aurait facilité l'organisation des tâches, le partage d'opinions et la compréhension de la situation dans le cockpit. Or, cette formation était déjà obligatoire dans de nombreux pays en 1997, mais pas encore en Argentine. De plus, les pilotes n'avaient reçu aucune formation sur la récupération d'assiettes inhabituelle. Ce type de formation nous apprend comment réagir correctement à tout état indésirable de l'avion et quelles actions nous devons effectuer pour stabiliser la trajectoire de vol. Sans cette formation, les pilotes pourraient réagir trop lentement à une perte soudaine de contrôle ou paniquer et effectuer de mauvaises actions, ce qui ne ferait qu'aggraver la situation. Cependant, les pilotes avaient bien reçu la formation sur la récupération lors d'une approche de décrochage. Mais même dans ce cas, la formation chez Austral était assez dépassée. Le décrochage survient quand l'angle d'attaque de l'aile devient trop élevé pour générer de la portance. Et bien que cela puisse arriver à n'importe quelle vitesse, cela se produit généralement lorsque la vitesse devient trop faible. Les pilotes d'Austral s'étaient entraînés à la prévention du décrochage sur simulateur, où l'objectif était d'éviter le décrochage en augmentant la poussée et la portance en réponse aux vibreurs de manche. La procédure apprise était d'appliquer la poussée maximale. Ajustez l'assiette pour minimiser la perte d'altitude, puis sortez les becs pour augmenter la portance. Si l'avion était sous la vitesse limite des becs, puis d'accélérer jusqu'à une vitesse sûre. C'était une méthode assez courante, enseignée aux pilotes du monde entier pendant de nombreuses années, mais en 1997, elle était déjà considérée comme problématique. Vous voyez, cette procédure suppose que l'avion se trouve à une faible altitude, où il dispose d'un excès de poussée suffisant pour littéralement sortir d'un décrochage imminent sans perdre beaucoup d'altitude. Mais cette procédure ne fonctionne pas lorsque l'avion se trouve à une altitude élevée. En croisière, nous opérons en effet très près des limites de performance de l'avion. Or, Austral avait apparemment aussi une procédure distincte pour les décrochages lorsque les performances sont limitées, sans expliquer clairement ce que cela signifiait ni quand elle devait être appliquée. Cette procédure était différente, et elle demandait à l'équipage d'abaisser l'assiette pour échanger de l'altitude contre de la vitesse, afin d'améliorer l'état d'énergie de l'avion, puis de réduire l'angle d'attaque.
Mais les pilotes d'Austral n'avaient jamais pratiqué ces étapes sur simulateur, donc ils n'en avaient qu'une connaissance théorique. Ce qui, encore une fois, n'était pas si rare en 1997. À l'époque, beaucoup pensaient que le décrochage survenait lorsque l'avion ralentissait trop en approche ou après le décollage. Pas comme quelque chose qui était susceptible de se produire en croisière. Aujourd'hui encore, nous nous entraînons rigoureusement au décrochage à haute altitude dans le simulateur grâce à une série d'accidents très médiatisés comme le vol Air France 447. Mais souvenez-vous, ces accidents n'avaient pas encore eu lieu au moment de cette histoire. Donc, la seule formation au décrochage que ces pilotes avaient reçue s'était déroulée entre 10 000 et 12 000 pieds, et elle avait toujours impliqué la sortie des becs, ce qui est important à retenir. Quoi qu'il en soit, avec tout cela en tête, vous pouvez voir que ces pilotes n'étaient absolument pas préparés à ce qu'ils allaient maintenant affronter. Toujours inconscient de leur vitesse qui diminuait, le commandant de bord estima alors qu'ils devaient approcher de Gualeguaychú où ils devaient commencer leur descente. Il demanda donc au copilote de commencer à réduire la vitesse afin de préparer cette descente. Le copilote acquiesça, puis il fit à nouveau un commentaire sur la ligne de grain qui passait à l'extérieur des fenêtres. Le commandant de bord remarqua soudain que la vitesse était déjà trop basse et demanda au copilote d'ajouter un peu de puissance. Dale un poco de chispa, ce qui signifie une augmentation de la poussée. Mais le copilote répondit qu'il l'avait déjà fait. Alors qu'ils amorçaient une lente descente depuis 35 000 pieds, la vitesse indiquée continuait de baisser. Le commandant de bord répéta son ordre. Cela a probablement conduit le copilote à augmenter la poussée de façon excessive, car le commandant de bord a alors soudainement dit « D'accord, 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 pas autant, pas autant », et il a ensuite ajouté « Baisse-la, de toute façon, nous perdons au moins 1000 pieds ». Maintenant, nous ne savons pas exactement ce qu'il voulait dire ici, mais il voulait peut-être dire qu'il devrait augmenter la vitesse en descendant davantage. Mais dans tous les cas, la vitesse indiquée continuait de chuter en dessous de 245 nœuds, sans sembler réagir aux efforts du copilote pour l'augmenter. Les enquêteurs uruguayens pensaient que cela était dû au fait que les indicateurs de vitesse agissaient comme des altimètres, ce qui faisait diminuer progressivement la vitesse indiquée à mesure qu'ils descendaient. Et cela voudrait donc aussi dire que leur vitesse réelle augmentait en fait comme elle le devait. Lorsque vous entamez une descente et que la poussée augmente, mais les pilotes ne l'ont pas reconnu. En réponse à cette situation inhabituelle, le copilote a déconnecté le pilote automatique et a expliqué au commandant de bord qu'il l'avait fait pour contrôler l'avion. Le commandant a confirmé puis ajouté « J'active l'antigivrage pour toi ». Et cela devait signifier qu'ils pensaient maintenant qu'ils étaient dans une sorte de condition givrante. Maintenant. Cela pouvait ne pas être lié aux difficultés de vitesse, où ils pensaient que la traînée due à la glace sur les ailes pouvait expliquer la baisse de vitesse. Nous ne le savons pas vraiment. Dans tous les cas, le copilote a répondu par une déclaration ambiguë que le commandant de bord a ensuite interrompue en disant « Surveille la vitesse », car elle continuait de diminuer. Il a ensuite ajouté que le copilote devait continuer à descendre, mais le copilote a simplement répondu qu'il le faisait déjà. Le vol 2553 a quitté le niveau de vol 350 sans demander l'autorisation du contrôleur aérien. Et lorsque le commandant de bord s'en est rendu compte, il s'est très rapidement précipité sur la radio pour demander la descente au contrôleur aérien. Est-ce ça? Mais le vol n'étant pas dans le secteur de Ezeiza, le contrôleur a répondu « Monsieur, vous êtes en Uruguay ». La vitesse affichée était tombée à 224 nœuds et continuait de baisser, alors le commandant a craqué. « Attention, baisse le nez ». Et le copilote a répondu qu'il descendait déjà à 4000 pieds par minute, et pourtant cela ne semblait pas du tout aider. Peut-être parce que les tubes de pitot étaient toujours bouchés et que la vitesse indiquée était toujours erronée. Sans réponse d'Ezeiza à son premier message, le commandant a redemandé la descente, mais on lui a juste dit de contacter Montevideo sur 128,5. À ce stade, la vitesse réelle augmentait désormais, à tel point que le bruit du vent s'intensifiait de plus en plus sur l'enregistrement vocal du cockpit. Et c'est à ce moment-là que le commandant de bord semble réaliser que leur vitesse indiquée ne correspondait pas du tout à leur trajectoire de vol. Il s'est soudain exclamé « Oh non, ralentis, mon indicateur est bloqué, ne descends pas plus ».
Mais le copilote ne semblait pas avoir entendu cet appel, car il a maintenant demandé au commandant de bord de sortir les becs. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il pensait que l'avion volait maintenant si lentement qu'il risquait de décrocher. Et pour éviter que cela ne se produise, il appliquait maintenant la seule procédure d'approche du décrochage qu'il avait pratiquée sur le simulateur. Rappelez-vous, sortir les becs ne faisait pas partie de la procédure pour éviter un décrochage en altitude. Et cela pour une très bonne raison. À l'altitude de croisière, la vitesse de l'avion dépasse généralement la limite des becs. Sous 15 450 pieds, les becs du DC-9 ne doivent pas être sortis si la vitesse dépasse 280 nœuds à cause du risque de dommages structurels. Au-dessus de cette altitude, la limite est Mach 0,57, soit un pourcentage de la vitesse locale du son. Les avions de ligne subsonique ne sont pas faits pour s'approcher de la vitesse du son à cause d'effets aérodynamiques désagréables qui surviennent à cette vitesse. Mais cela devient principalement un problème à des altitudes plus élevées, puisque la vitesse du son diminue avec les températures plus basses à ces altitudes. Cela signifie également que les effets aérodynamiques dangereux liés au Mach deviennent le principal risque associé au déploiement des becs de bord d'attaque à haute altitude. Voilà pourquoi la limite de vitesse est fixée à Mach 0,57 et non en nœuds. À ce stade, l'enregistreur de vol indiquait seulement environ 220 nœuds. Et les enquêteurs pensaient, d'après les conversations des pilotes, qu'ils voyaient des valeurs aussi basses. Mais à l'altitude à laquelle ils se trouvaient encore, soit environ 33 000 pieds, ils étaient toujours à Mach 0,63, donc au-dessus de la vitesse limite des becs. D'ailleurs, les enquêteurs uruguayens estimaient leur vitesse réelle à environ 320 nœuds, soit Mach 0,84, dépassant largement la limite structurelle des becs. Puisqu'aucune procédure sur le DC-9 n'exige l'utilisation des becs au-dessus de 15 000 pieds, les pilotes étaient peu entraînés à consulter les nombres de Mach comme facteur limitant pour la sortie des becs. Et même si le copilote l'avait fait, il n'aurait pas été capable de dire à quel nombre de Mach ils étaient. En raison de la conception de l'indicateur combiné de vitesse et de Mach du DC-9, cet instrument utilise une seule aiguille pour afficher la vitesse sur un cadran fixe. Le nombre de Mach était indiqué sur un cadran rotatif intérieur permettant d'aligner la valeur actuelle avec l'aiguille. Le cadran intérieur, situé près du haut de l'échelle de vitesse, ne s'activait qu'à partir de 250 nœuds. Ainsi, en dessous, le nombre de Mach restait invisible. Le vol 2553 se trouvait alors dans une situation limite, avec une vitesse indiquée inférieure à 250 nœuds. Aucun nombre de Mach n'était affiché, mais le clone du nombre de Mach restait toujours au-dessus de la limite de 0,57 pour les becs. À cause de cela, le copilote a peut-être cru qu'il était sûr de sortir les becs pêcheurs. Une tentative d'augmenter la portance pour éviter le décrochage a coïncidé avec une rupture de communication et de gestion des ressources de l'équipage dans le cockpit. Le commandant de bord n'a sans doute pas entendu la demande de Bex de son copilote, parce qu'il était toujours concentré sur sa tentative de contacter ECESA pour obtenir l'autorisation de descente. Et il avait manifestement du mal à entendre les transmissions d'ECESA, parce qu'il n'était même pas dans ce secteur, ce qui signifie que la connexion radio était très faible. Il n'avait donc pas compris qu'il devait contacter Montevideo pour l'autorisation. À ce stade, ses priorités auraient dû être de piloter, de naviguer et de communiquer dans cet ordre. Et puisque son copilote avait du mal à piloter l'avion, il aurait dû se concentrer à l'aider et demander l'autorisation de descente plus tard. Mais ce type de hiérarchisation des priorités aurait nécessité une formation CRM dédiée, qu'il n'avait pas reçue. Il se contentait donc de demander « Quel niveau ECESA pouvez-vous répéter ?» Encore une fois, il n'a pas entendu le copilote demander « Mets-moi les becs immédiatement !» À la radio, le contrôleur a maintenant répété le message précédent de contacter Montevideo sur 128,5, ce à quoi le commandant de bord a simplement répondu désespérément. « Veuillez m'autoriser à descendre maintenant, s'il vous plaît. » Et à ce moment précis, le copilote a probablement perdu patience et a simplement tendu la main pour sortir lui-même les becs de bord d'attaque, une décision qui allait s'avérer catastrophique. Dès que les becs de bord d'attaque ont été sortis, l'avion a soudainement été secoué par de terribles bruits et vibrations, puis le copilote a aussitôt perdu le contrôle du lacet et de l'assiette.
L'avion a alors entamé une série de mouvements désordonnés avant de piquer brusquement et d'entrer dans une vrille en spirale, tournant comme une toupie autour de son axe longitudinal. Les enquêteurs uruguayens pensaient qu'à la vitesse à laquelle ils voyageaient, très probablement. Les fortes forces aérodynamiques ont arraché certains becs de bord d'attaque lors de leur déploiement, entraînant une perte de contrôle immédiate à cause de graves dommages aux ailes, quelques secondes après le début de ce scénario. La vitesse enregistrée par l'enregistreur de vol est soudainement passée d'environ 250 à 450 nœuds en 3 secondes, avant d'atteindre finalement un maximum terrifiant de 474 nœuds, ce qui était la valeur maximale que l'enregistreur de vol pouvait mesurer. McDonnell Douglas a ensuite découvert qu'une telle accélération était physiquement impossible, car même en piqué avec pleine puissance, l'avion ne pouvait pas atteindre cela. Les enquêteurs uruguayens pensaient donc que ce pic venait de la glace bloquant les tubes de pitot qui s'étaient soudain détachés, révélant la vraie vitesse de l'avion. À cet instant, alors que le DC-9 chute soudainement de 30 000 pieds, je souhaite faire une pause et revenir en arrière. Environ 5 minutes plus tôt, avant que tout cela ne se produise réellement. Comme je l'ai dit, ce que je viens de décrire n'est pas la seule version des faits. Et pour vraiment comprendre cet accident, nous devons aussi entendre l'autre version de l'histoire. Les enquêteurs argentins ont mené diverses expériences et études, concluant que la théorie du blocage par la glace n'était finalement pas exacte. Ils ont affirmé qu'il n'y avait jamais eu de givrage du tube de pitot et que la vitesse enregistrée était correcte. Et ce, jusqu'au moment où les becs de bord d'attaque ont été sortis. L'Argentine a souligné dans son propre rapport que la probabilité que les 3 tubes de pitot givrent exactement de la même manière au même moment est pratiquement nulle, car l'accumulation de glace est en soi très aléatoire. En plus de cela, la conception du tube de pitot situé dans la queue était différente des 3 autres tubes, ce qui rendait encore plus difficile d'extrapoler le comportement des autres tubes de pitot. Au lieu de cela, ils ont soutenu que si les pilotes discutaient d'une faible vitesse indiquée, c'est parce que la vitesse était effectivement faible. L'Argentine a mentionné une étude montrant que quand l'avion volait à son plafond opérationnel de 35 000 pieds, dans des conditions de turbulence, les réglages de poussée choisis par l'équipage ont probablement ralenti l'avion qui était en retard. La fameuse courbe de puissance. La courbe de puissance est une équation qui indique la poussée moteur requise pour une vitesse à une altitude donnée. Et cette équation forme une parabole. Des vitesses plus élevées nécessitent plus de puissance, il y a un point optimal au milieu, puis à nouveau, une faible vitesse demande plus de puissance pour être maintenue. La raison pour laquelle il faut plus de puissance pour maintenir une vitesse plus faible, c'est que pour conserver la portance à basse vitesse, il faut un angle d'attaque plus élevé, ce qui génère alors plus de traînée. Sans plus de poussée, l'avion perdra encore de la vitesse, demandant un angle d'attaque plus élevé et plus de traînée. Et ainsi de suite. Si le pilote automatique est en maintien d'altitude, comme en croisière, il continuerait à relever le nez pour augmenter l'angle d'attaque, aggravant ainsi la situation. Cela signifie que si les pilotes laissent la vitesse chuter suffisamment bas avant d'intervenir, la poussée requise pour stopper cette diminution de vitesse pourrait dépasser celle disponible. La seule option serait alors d'augmenter la vitesse en descendant à une altitude plus basse, convertissant l'énergie potentielle en énergie cinétique. Le rapport argentin soutient que c'est exactement ce qui s'est passé ici. La vitesse enregistrée par l'enregistreur de données de vol a diminué presque linéairement pendant plusieurs minutes avant que le pilote n'entame sa descente depuis 35 000 pieds. La diminution s'est accentuée quand le commandant a activé l'anti-givrage. Le système anti-givrage de la plupart des avions à réaction, comme le DC-9, utilise de l'air chaud prélevé sur les moteurs pour faire fondre la glace, ce qui réduit également la puissance des moteurs. Ainsi, à cause de cela, le plafond opérationnel maximal du DC-9 est de 33 000 pieds avec l'anti-givrage moteur activé et seulement de 32 000 pieds si l'anti-givrage des ailes et des moteurs est utilisé en même temps. Dans ce cas, le commandant a activé l'anti-givrage alors que l'avion était encore à près de 35 000 pieds, ce qui aurait pu laisser les moteurs sans assez de poussée pour maintenir l'altitude. Le commandant de bord a également demandé au copilote de commencer la descente en réduisant d'abord la vitesse, ce qui aurait encore aggravé la situation.
Maintenant, la raison pour laquelle la vitesse indiquée n'a pas augmenté pendant la descente était une combinaison d'une poussée moteur insuffisante et d'un angle d'attaque toujours élevé, ce qui aurait pu provoquer une traînée supplémentaire telle qu'elle annulait l'énergie cinétique supplémentaire fournie par la descente. Cet angle d'attaque élevé en descente pourrait aussi expliquer pourquoi le commandant a demandé au copilote d'abaisser le nez. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi la vitesse n'a pas beaucoup augmenté quand le copilote a augmenté la poussée. Étant trop en retard sur la courbe de puissance, la poussée requise pour stabiliser le vol dépassait celle disponible. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la vitesse a en fait légèrement augmenté pendant un court instant lors de cette descente. Pas assez pour changer la situation, mais suffisamment pour apparaître dans les données. Et cela ne serait pas arrivé si les tubes de pitot avaient été totalement gelés, car la vitesse indiquée aurait alors continué à baisser pendant la descente. Tout cela signifie que le copilote, qui avait plus d'expérience sur le DC-9 que le commandant de bord, a probablement correctement prédit qu'ils allaient décrocher si cette situation persistait. Mais le commandant de bord ne l'a pas reconnu et ne comprenait pas comment il pouvait avoir une vitesse aussi faible alors qu'il descendait à 4000 pieds par minute. Il a donc simplement pensé que son indicateur de vitesse était défectueux. Ensuite, au lieu d'essayer de résoudre le problème, il s'est alors préoccupé d'obtenir une autorisation de descente, laissant le copilote gérer cette situation seul. Et tout en croyant que l'avion approchait du décrochage, il a alors appliqué la seule procédure de récupération de décrochage qu'il connaissait, qui consistait à sortir les becs de bord d'attaque. Il descendait alors du niveau de vol 1130 à environ 220 nœuds, soit Mach 0,63. Et le rapport argentin a souligné que cela n'aurait pas été assez rapide pour arracher les becs de bord d'attaque de l'avion. La limite des becs à Mach 0,57 est aérodynamique, alors que 280 nœuds est la limite structurelle. Comme ils étaient sous la limite de vitesse mais au-dessus de celle de Mach, les becs de bord d'attaque ne se sont pas arrachés quand le copilote les a sortis. Mais des études menées par les enquêteurs argentins ont montré que sortir les becs de bord d'attaque entre Mach 0,57 et Mach 0,66 provoquerait un moment de cabrage négatif important. Une augmentation de la traînée et une diminution de la portance, provoquant une entrée rapide de l'avion en descente brutale. Les pilotes auraient donc subi une brutale et terrifiante giration accompagnée de forces négatives, alors que l'avion tremblait puis tombait du ciel, chutant et lassetant violemment en s'engageant dans une descente en spirale. Les enquêteurs argentins ont aussi recueilli des données lors d'une manœuvre similaire en avion de chasse, ce qui a révélé que le mouvement de rotation de l'appareil lors de la descente en spirale aurait provoqué un flux d'air frappant les tubes de pitot de manière oblique, entraînant des indications de vitesse anormalement basses pendant la vrille. Et lorsque l'avion a cessé de tourner et que le flux d'air a repris, la vitesse enregistrée a bondi à 450 nœuds. Et au-delà, ce qui aurait effectivement été la vitesse réelle de l'appareil alors qu'il était accéléré en piqué. Donc en s'arrêtant ici à nouveau, l'un des aspects vraiment intéressants de cette théorie est à quel point elle ressemble de près à l'accident du vol 708 de West Caribbean Airways. Il s'agissait d'un décrochage à haute altitude dans un McDonnell Douglas 80 qui s'est produit en 2005 et que j'ai également traité sur cette chaîne. Dans cet accident, les pilotes ont volé trop haut avec l'anti-givrage activé, ce qui a entraîné une perte de vitesse et le vol s'est retrouvé derrière la courbe de puissance. Finalement, les pilotes ont tenté de descendre, mais l'angle d'attaque était resté trop élevé et ils ont continué à perdre de la vitesse jusqu'à ce que l'avion décroche. Et ce qui est remarquable ici, c'est que les enquêteurs argentins n'étaient pas au courant de cet accident puisqu'il n'avait évidemment pas encore eu lieu. Ils ont donc pratiquement prédit presque toutes les actions et paramètres de cet accident. Le rapport argentin n'explique pas clairement comment. Le vol 2553 s'est retrouvé un peu en retard par rapport à la courbe de puissance dès le départ, étant donné qu'il n'aurait pas dû être trop difficile de maintenir 35 000 pieds dans un avion assez peu chargé. Et il avance également que le vol 2553 ne pouvait pas avoir été dans des conditions de givrage. Parce que les chances de givrage à une altitude aussi élevée, avec des températures inférieures à moins 40 degrés Celsius, étaient considérées comme pratiquement nulles. Puisque le commandant a activé le système NTIS du moteur et qu'on entendait les précipitations frapper l'appareil, je pense que des conditions de givrage existaient encore. Mais pas sous la forme qu'il pensait. Et c'est là que je veux évoquer tout ce que j'ai dit plus tôt à propos des cristaux de glace en haute altitude, dont aucune des autorités impliquées n'avait connaissance au moment où ce rapport a été rédigé.
En fait, mon équipe et moi pensons que les cristaux de glace en haute altitude pourraient combler beaucoup des éléments manquants dans cette histoire. Vous voyez ? Le vol 2553 survolait de violents orages à haute altitude par des températures très froides. C'est précisément là où nous nous attendons à trouver ce type de cristaux. Si ces cristaux heurtaient l'avion, cela expliquerait le bruit sur l'enregistreur de voix et la certitude du commandant d'être en condition de givrage. Si ces cristaux bloquaient ensuite les capteurs de pression d'entrée du moteur, comme sur le McDonnell Douglas 80 d'Air Algérie en 2014, cela pourrait aussi expliquer pourquoi le vol a perdu de la vitesse au moment où ces conditions sont apparues. En gros, obstruer ces capteurs trompe le moteur, les instruments et l'automanette en leur faisant croire que le moteur produit plus de poussée qu'il n'en produit réellement. Cela amène aussi les pilotes et l'automanette à penser que la poussée est correcte, alors qu'elle est en fait insuffisante. Avec tout ce qui se passait dans ce cockpit, entre la gestion des conditions météorologiques, l'alarme principale et les communications avec le contrôleur aérien. Les pilotes n'ont alors peut-être pas remarqué que la vitesse indiquée diminuait pendant plusieurs minutes. Et cela aurait également pu tromper le copilote en lui faisant croire qu'il appliquait une poussée suffisante alors que ce n'était pas le cas. Vous pourriez demander, à haute altitude, dans des cristaux de glace, cela n'aurait-il pas aussi obstrué les tubes de pitot ? Après tout, n'est-ce pas ce qui est arrivé au vol Air France 447 ? Mais même si c'est un bon argument, je pense que c'est vraiment peu probable. Parce que dans des cas comme celui du vol Air France 447, où des cristaux de glace ont effectivement provoqué une perte d'indication fiable de la vitesse, ces indications n'avaient rien à voir avec celles que nous voyons ici. Sur le vol 2553, dans ces incidents plus récents, la perte de vitesse était asymétrique, intermittente et partielle. Elle n'était pas constante, ni totale comme sur le vol 2553. Les vitesses du vol 2553 rappellent surtout celles des accidents derrière la courbe de puissance, comme West Caribbean et Air Algérie. Pas comme les accidents de vitesse incertaine de Air France 447. De plus, la théorie du givrage du tube de pitot repose sur de nombreuses hypothèses improbables, comme le fait que le chauffage du pitot, d'une manière ou d'une autre, ne fonctionnait pas ou n'était pas activé, et que les 3 tubes de pitot se sont alors retrouvés complètement obstrués presque exactement au même moment. Comme le souligne le rapport argentin, il n'y a pas de preuve directe pour l'une ou l'autre de ces choses. La théorie du givrage du tube de pitot s'appuie sur l'augmentation soudaine de la vitesse indiquée en descente et sur le commentaire du commandant sur l'indicateur de vitesse bloqué. Tout le reste a été supposé en remontant à partir de ces 2 éléments. Attention, ne vous méprenez pas. La théorie uruguayenne est techniquement possible. Ce n'est pas totalement fantaisiste, mais quand nous avons tout exposé, comme je le fais pour vous maintenant, avec toutes les connaissances modernes dont nous disposons aujourd'hui. Mon équipe et moi pensons que la version de l'Argentine est sans doute plus proche de la réalité des faits, combinée à notre nouvelle prise en compte des cristaux de glace en haute altitude. Gardons cela en tête et revenons à ce qui est finalement arrivé au vol. Alors que l'avion plongeait dans une spirale terrifiante, les pilotes criaient sur l'enregistreur du cockpit « Sors! Sors !» et « Oh mon Dieu !» L'enregistrement a également capté une cacophonie de bruits comme des objets qui s'écrasent et le hurlement du vent, ainsi qu'une fausse alarme de train d'atterrissage. Le contrôleur SSA a plusieurs fois tenté de les autoriser à descendre, après coordination avec Montevideo, sans jamais recevoir de réponse. Les contrôleurs à Montevideo ont aussi dû rapidement écarter les avions proches, alors que le vol 2553 plongeait hors de contrôle dans leur espace aérien. Avec les effets aérodynamiques forts des becs de bord d'attaque, les mouvements nauséeux de l'avion, le manque de repères visuels et l'absence de formation à la récupération en perte de contrôle, les pilotes n'avaient pratiquement aucune chance de sortir de ce piqué. Au lieu de cela, l'avion a continué à piquer presque à la verticale, atteignant un taux de descente incroyable de 34 000 pieds par minute. La vitesse a dépassé Mach 0,9, puis s'est approchée de la vitesse du son. L'enregistreur de voix du cockpit a capté le bruit de l'avion vibrant, menaçant de se disloquer. Le tout dernier son sur l'enregistrement du cockpit était le commandant de bord demandant la sortie des volets, et la voix d'un pilote non identifié à la radio disant « 553 SSA vous appelle, descendez simplement ». Peu après, l'enregistrement s'est arrêté quand le vol 2553 s'est écrasé dans la campagne uruguayenne, le nez en premier et presque totalement inversé.
Les forces d'impact étaient bibliques, presque indescriptibles. Le DC-9 a formé un cratère d'avion de 6 mètres, projetant des débris sur des centaines de mètres et enfonçant de petits fragments en profondeur. De toute évidence, il s'agissait d'un impact totalement insurvivable. Dès la disparition de l'avion du radar, les contrôleurs de Montevideo ont alerté les secours locaux. Et quelques minutes après 2 heures du matin, les sauveteurs ont trouvé une latte détachée près du Rio Negro, à l'est de la ville de Nuevo Berlin. La latte s'est sans doute détachée à cause des vitesses extrêmes de la phase finale de descente, le cratère d'impact ayant été retrouvé à seulement 2000 mètres. À l'arrivée des secours, la destruction était telle qu'aucun survivant, ni corps identifiable, même par ADN, n'a été trouvé. La seule façon de savoir que 74 passagers et membres d'équipage étaient morts était grâce au manifeste de vol. Au final, cet accident est devenu assez tristement célèbre en Argentine, donnant lieu à des documentaires et à des procès qui ont duré des années, voire des décennies après l'accident. Jusqu'à présent, la plupart des récits se basaient sur les conclusions uruguayennes sans considérer celles de l'Argentine ni les connaissances modernes sur les accidents. Bien qu'il y ait des différences majeures entre les deux théories, de nombreuses leçons à en tirer restent similaires. Cet accident résulte d'un manque global de formation, du CRM à la gestion de vitesse non fiable, des décrochages en altitude à la récupération d'attitudes anormales et à la gestion des menaces et erreurs. Ces pilotes étaient donc très mal préparés à ce qu'ils ont affronté cette nuit-là au-dessus de l'Uruguay. Ces leçons n'ont été intégrées à la formation des pilotes que plus tard, après des accidents dans les années 2000 et 2010, faisant de cet accident un précurseur négligé. De nos jours, nous, les pilotes, apprenons comment éviter et récupérer d'un décrochage à n'importe quelle altitude en utilisant des procédures moins confuses. On nous apprend aussi à identifier et gérer une vitesse anémométrique non fiable. De plus, la plupart des avions, dont le Boeing 737 que je pilote, ont des altitudes maximales pour sortir les volets et les becs. Et nous avons également de meilleures prévisions météorologiques, une meilleure connaissance des phénomènes météorologiques, et ainsi de suite. Maintenant, je suis très fier de mon équipe pour cet épisode. Il a fallu beaucoup de recherches pour découvrir toute l'étendue de ces théories opposées, puis intégrer mon expérience dans l'ensemble. Et cela n'a été possible que grâce à mes sponsors, et surtout grâce à mes mécènes qui me permettent de rémunérer mon équipe pour leur temps et leur dévouement. Donc, si vous souhaitez soutenir ce que nous faisons et continuer à recevoir ces documentaires approfondis, alors merci d'envisager de rejoindre mon équipe sur Patreon en scannant ce QR code ou en allant sur patreon.com. /join/mentorpilote pour soutenir. Merci beaucoup d'avoir regardé et regardé ces vidéos ensuite. Je m'appelle Mentor Pilote et vous regardez Mentor Pilote. Passez une journée absolument fantastique et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir!